Well, it is a pleasure for me. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être ici à Genève et d'ailleurs, il était fascinant d'entrer dans ce bâtiment et de me rendre compte que j'allais parler dans l'auditoire Jean Piaget. L'anecdote que vous avez entendue concernant son faux souvenir est une anecdote, une petite histoire très connue dans le monde des faux souvenirs. Et il y a une petite chose qui a été écartée de cette histoire, c'est que la nourrice qui racontait cette histoire d'avoir sauvé le petit Jean de cette tentative d'enlèvement a reçu une montre comme récompense par la famille Piaget. Et depuis lors, j'ai essayé de savoir ce qu'il est advenu de cette montre, parce que je pense qu'elle doit valoir son pesant d'or aujourd'hui. Et cette montre n'était pas au musée de l'horlogerie à Neuchâtel, où je me suis rendue. En tant que scientifique, je dois dire que je vois des problèmes de mémoire un peu partout, et j'ai tendance à les collectionner. L'an dernier, j'ai d'ailleurs vu une histoire de distorsion de souvenirs fantastiques. C'est lorsque Hillary Clinton, qui menait campagne en vue d'être présidente des États-Unis, bien évidemment maintenant elle est notre secrétaire d'État, notre ministre des Affaires étrangères, elle était donc en pleine campagne présidentielle et a raconté cette petite histoire concernant son voyage en Bosnie. Voilà ce qu'elle a dit. Bon, elle avait une mémoire, un souvenir très détaillé. Elle se dit, je me souviens qu'on a atterri, il y avait des tirs de sniper, on aurait dû avoir un comité de réception à l'aéroport, mais nous avons dû baisser la tête, courir et nous engouffrer dans des véhicules pour rejoindre notre base. Lorsque Hillary Clinton a raconté cette histoire, elle l'a raconté plus d'une fois d'ailleurs concernant cet atterrissage, ce traumatisant en Bosnie, soit elle a oublié, soit elle n'a pas compris ou elle ne s'est pas souvenue qu'elle n'était pas toute seule ce jour-là. Il y avait beaucoup d'autres personnes présentes et cette cérémonie de bienvenue, d'accueil avait même été filmée. Toute cette visite en Bosnie était bien différente de ce que nous montraient ses souvenirs. C'était en 1996 et vous la voyez là, avec sa fille d'ailleurs. Elle est accueillie, il y a des enfants. C'était vraiment très pacifique, cet accueil. Alors que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Hillary Clinton qui raconte au public qu'elle a vécu cette expérience traumatisante? Est-ce qu'elle ment? Ou alors, y a-t-il peut-être une autre explication? Certains journalistes ont décidé qu'elle mentait. Et un lui a décerné 4 Pinocchio. Il n'y a pas eu d'atterrissage forcé, difficile, il n'y a pas eu de sniper, pas de comité d'accueil annulé, et elle n'était pas la toute première First Lady à se rendre dans une zone de guerre. Bien. Hillary a fourni sa propre explication, parce que, bien évidemment, on l'a mise face à ses preuves, et voilà ce qu'elle a dit. J'ai commis une erreur, mon souvenir était différent, j'ai commis une erreur, cela peut arriver, et cela prouve que je suis humaine, et c'est probablement une révélation pour certains. J'aime beaucoup cet exemple, parce qu'il vous montre que toute cette intelligence, son éducation, sa formation, faculté de droit, etc., toute cette expérience, ce n'est pas une protection, vous pouvez avoir des faux souvenirs. Et moi, j'ai tendance à me pencher sur des cas juridiques pour appliquer le travail scientifique qui est le mien. Et il y a plusieurs catégories d'affaires qui ont attiré mon attention et l'attention de bien d'autres scientifiques, des sciences cognitives. Il y a, entre autres, des délits tout à fait typiques. Il peut s'agir de meurtre, de viol. Ce sont des délits, des crimes graves. Et quelqu'un a été condamné, a été d'ailleurs envoyé en prison, et plusieurs années plus tard, après 5 ans d'emprisonnement, 10 ans, 15 ans ou 20 ans de détention,
des nouveaux tests d'ADN révèlent que ces personnes sont innocentes. Vous pouvez aller sur le site internet Innocence Project et vous trouverez beaucoup d'informations sur ces affaires. Il y en a plusieurs centaines aujourd'hui. Ce sont des personnes innocentes qui ont été blanchies par un test d'ADN. Ils n'avaient pas commis ce crime et lorsque tout cela a été analysé, on veut savoir ce qui n'a pas bien marché, ce qu'il faut faire pour éviter d'autres tragédies de ce genre à l'avenir. Et la cause principale de ces condamnations à tort, c'est justement la mémoire humaine incorrecte. Il y a bien d'autres raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Même des faux aveux, problèmes du côté du procureur, des preuves indirectes qui ont fait qu'on a condamné la mauvaise personne. Voilà toute une série de causes. Et tout en haut, il y a la mémoire incorrecte de l'être humain. Puis il y a d'autres affaires dans lesquelles j'ai participé. Et ça a d'ailleurs donné lieu à beaucoup de controverses. Il en a été question dans mon introduction. Ce sont des affaires où il y a eu des accusations de faux souvenirs. Un très bon exemple de cela, pour vous montrer le genre d'affaires dont il est question, vous voyez cette image de la famille Ramona. C'est devenu un cas très connu en Amérique du Nord, et c'est pour cette raison que la famille Ramona est apparue à la couverture du magazine dominical du Los Angeles Times. Tout a commencé pour Gary Ramona. C'était un cadre dans un domaine viticole. Il gagnait des centaines de milliers de dollars chaque année. Il avait un très bon emploi auprès d'un des plus grands domaines viticoles de Californie. Il avait une maison fantastique, une famille très heureuse, et tout son petit monde s'est effondré lorsque sa fille, Holly, a entamé une thérapie. Elle avait 18 ans et elle a découvert, après plusieurs procédures qui ont été utilisées sur elle, elle a découvert qu'elle avait été violée pendant plus de 10 ans, entre l'âge de 5 ans et de 16 ans, violée par son père. Elle avait dû même avoir des rapports avec le chien de la famille à de nombreuses reprises. Elle était complètement ignorante de tout cela. C'était à son insu jusqu'à ce que, dans la thérapie, elle s'aperçoive que tout ceci s'était produit. Elle a poursuivi son père devant les tribunaux civils et ce qui a rendu cette affaire célèbre, c'est que le père, lui, s'est retourné contre le thérapeute qui aurait implanté de faux souvenirs dans la tête de sa fille. Et il a d'ailleurs gagné devant un tribunal de Napa en Californie. Lorsque je vois de tels cas avec des souvenirs très étranges qui arrivent devant les tribunaux, qui entraînent de telles tragédies, je pense que cela montre clairement que le sujet de la mémoire, la distorsion des souvenirs, peut avoir des implications très importantes. J'aimerais vous dire quelques mots du travail que moi et d'autres scientifiques dans ce domaine menons pour étudier les faux souvenirs. Nous utilisons plusieurs paradigmes, le premier étant la désinformation, pardon. Nous montrons un événement à des gens, une simulation d'accident, de crime, ou en tout cas quelque chose que nous pouvons leur montrer. Ensuite, nous leur donnons des informations d'après l'événement et ensuite nous faisons un test pour voir quel est leur souvenir de tout cela. C'est vraiment un paradigme, une procédure très habituelle pour étudier la mémoire et la distorsion de la mémoire. Alors je vais vous en dire quelques mots concernant les travaux les plus récents menés sur la base d'un paradigme différent. On l'appelle souvent la mémoire riche fausse. Je vais vous expliquer tout cela, vous dire d'où vient cette idée. Il ne s'est rien passé dans le passé,
mais vous donnez des suggestions, vous faites des suggestions sur le passé des personnes, vous les nourrissez et ensuite vous les testez. Vous posez des questions sur leur enfance ou sur leur passé récent. Ces deux paradigmes sont censés se pencher sur les deux types de situations que j'avais mentionnées un peu plus tôt. Je vais vous donner un exemple d'un tel événement qui pourrait être présenté à des sujets dans le travail de recherche sur la désinformation. On va peut-être montrer un événement qui s'est produit sur plusieurs images. Il y aura peut-être 50 clichés pour montrer cette histoire. Voilà quelques-uns de ces clichés, des histoires que nous utilisons. Une femme marche dans la rue, elle entre dans une maison, il se passe plusieurs choses et au milieu de la série, un homme apparaît, il la bouscule, elle fait tomber son sac, il se penche, apparemment il essaye de l'aider pour ramasser ses affaires et en faisant cela, il prend son portefeuille dans son sac et le met dans la poche de sa veste. L'histoire continue, la femme rencontre d'autres personnes et finalement elle s'aperçoit que son portefeuille manque et finalement elle pose la question autour d'elle à des gens pour savoir ce qu'ils ont vu. Voilà donc un exemple d'événement. Et maintenant nous pouvons montrer aux personnes de nouvelles informations concernant cet événement. C'est ce qui se passe d'ailleurs lorsque des gens parlent à d'autres témoins, lorsqu'ils sont interrogés au sujet d'un événement, lorsqu'ils voient un reportage à la télévision sur cet événement avec l'arrivée de nouvelles informations dans cette expérience, il suffirait peut-être d'entendre un récit concernant toute cette histoire et vous allez voir quelques mauvaises informations dans un instant lorsque dans le récit on dit que l'homme, le voleur, a mis sa main dans le sac, a sorti le portefeuille et l'a mis dans sa poche de pantalon et non pas sa poche de veste. Et le récit continue. Vous voyez donc un exemple d'information qui vient après les faits, mais alors que la scène montrait qu'il mettait ce portefeuille dans sa veste. Donc le récit parle du pantalon, et finalement on fait un test et pour voir ce que disent les souvenirs de la personne. Et cela enchaîne sur un travail plus ancien que certains psychologues ici reconnaîtront peut-être, avec des exemples d'accidents. Par exemple, cette voiture arrive à une intersection, un signe stop, et en posant une question spéciale, est-ce que l'on va dire, est-ce qu'il est passé au signe de donner la priorité alors que c'était un signe stop? Des travaux très récents commencent maintenant à être publiés et nos collaborateurs sont Maya Cook d'un côté et Don Hoffman qui est un de mes collègues à l'université d'Irvine en Californie et j'aimerais vous montrer à quoi cela ressemble si vous êtes un sujet dans une de ces expériences. J'aimerais d'ailleurs faire une démonstration dans cette salle avec vous. Alors, essayez de suivre mes instructions et puis suivez votre instinct, ne réfléchissez pas trop. Je vais vous montrer une série de photos, vous allez les regarder, vous allez regarder chaque visage et je vous poserai des questions ensuite. Bien. Dans les expériences, nous avons souvent plus de visages. Et bon, là, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je vais vous dire beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, généralement, c'est qu'on a un petit quiz à ce moment-là. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que j'aimerais vous demander de réfléchir sans parler, sans lever la main, ne dites rien à personne. Gardez votre réponse pour vous. Ne vous manifestez pas ou ne contaminez pas vos voisins. Voilà ce que je vous demande. Vous pouvez le faire sur un petit morceau de papier ou simplement
dans votre tête, je vais vous montrer deux visages et vous allez me dire si vous avez vu le visage qui est à gauche ou le visage qui est à droite. Voilà le premier test. Avez-vous vu le visage de gauche ou le visage de droite? Gardez la réponse pour vous, ne dites rien. Avez-vous le visage de gauche ou le visage de droite? À nouveau, gardez la réponse pour vous, ne dites rien. Maintenant, bon, normalement, on aurait beaucoup plus de temps, c'est généralement comme ça que ça se passe, dans un vrai cas, dans une vraie affaire, lorsqu'il y a eu un vrai événement, un accident, etc. Mais là, bien évidemment, il ne s'agit pas de cela. Voilà donc le test final. Maintenant, j'aimerais voir si vous arrivez à vous souvenir des clichés que je vous ai montrés pendant la phase d'étude. Je vais vous demander de lever la main pour que nous voyions tous dans la salle ce que pensent les autres. Voilà. Alors, test final. Quel visage avez-vous vu dans les premiers clichés que j'ai montrés? Qui a vu le visage de gauche? Alors, regardez autour de vous et vous verrez qu'il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Et qui a choisi le visage de droite? Est-ce qu'il y en a? Bon, il y en a peut-être un ou deux, quelques petits, quelques petites minorités ici ou là, mais apparemment, il y a un certain accord qui règne. Maintenant, qui a vu le visage de gauche dans la phase d'étude? Bon, vraiment une poignée de mains. Et maintenant, le visage de droite, qui l'a vu? Regardez autour de vous, ne dites rien, mais je crois que vous voyez que nous avons pratiquement l'intégralité de la salle, à quelques exemples près, qui ont choisi donc le visage de droite. Maintenant, qui a vu le visage de gauche? Levez la main. Maintenant, le visage de droite. Bon, que se passe-t-il? Si vous regardez autour de vous, nous avons eu une moitié pour le visage de gauche et une autre moitié pour le visage de droite. Comment se fait-il que c'était si divisé maintenant alors qu'avant c'était assez clair? Voilà ce qui s'est produit. J'ai fait en sorte que beaucoup d'entre vous identifient la mauvaise personne. Comment est-ce que j'ai procédé? Je vous ai montré une série de 3 visages. Visage 1, visage 2, visage 3. Et pour le test final, vous avez été testé avec des paires. Il fallait donc identifier la personne que vous aviez vue dans la phase d'étude. Donc la réponse correcte pour le premier test était le visage de gauche. La plupart d'entre vous l'aviez trouvé. Pour la deuxième paire, c'était le visage de droite. La plupart d'entre vous l'avaient trouvé. La réponse correcte, c'est le visage de droite. Pour le visage 3. La moitié d'entre vous l'avez trouvé. Comment est-ce que j'ai fait en sorte que la moitié d'entre vous choisissent le mauvais visage? C'est à cause de ce que j'ai fait pendant l'intervalle. Pendant l'intervalle, lorsque j'ai présenté ce quiz, pour le premier visage, j'ai donné un test avec le bon visage et un visage qui était complètement différent, tout à fait nouveau. Et beaucoup d'entre vous ont certainement eu aucune peine à découvrir qui était le bon. Pour la deuxième phase, je n'ai rien demandé, mais pour le troisième visage, voilà ce que j'ai fait. J'ai donné une version altérée du visage numéro 3. Les traits internes sont complètement différents. Les cheveux sont les mêmes, mais les traits internes, la bouche, le nez, les yeux, sont tout à fait différents. Donc il y avait un visage complètement nouveau à côté de l'autre. Beaucoup ont choisi le visage qui avait été altéré. Vous l'avez gardé sur le test final. Et dans nos expériences, nous pouvons démontrer que l'on arrive à influer des personnes tout à fait bien portantes, intelligentes, qui finalement choisissent la mauvaise personne. Le problème est tout à fait marqué si je vous demande de vous engager, de vraiment assurer que c'est ce que vous avez vu. Très souvent, on ne peut plus rien y faire, après on ne peut plus rien changer. J'ai eu l'occasion de faire la démonstration de ce phénomène il y a peu
dans une émission aux États-Unis qui s'appelle 60 minutes. C'est une émission qui passe tous les dimanches soirs à la télévision. C'est une émission très populaire. Et plus tôt cette année, cette émission concernait un cas d'une condamnation à tort. C'était le cas d'une femme qui s'appelait Jennifer Thompson et un homme qui s'appelait Ronald Cotton. Jennifer Thompson a été victime d'un viol. Elle était étudiante à l'époque et finalement, elle a identifié Ronald Cotton comme l'auteur de ce viol. Ronald Cotton a été condamné sur la base de son témoignage oculaire et il a été envoyé en prison pour une peine très longue. Au final, c'est l'ADN, les tests ADN, qui ont révélé qu'il était innocent. Et cela a également révélé qu'un autre homme, qui s'appelle Bobby Paul, était l'auteur de ce viol. Et ce qui est intéressant du point de vue de cette démonstration que j'ai faite avec vous, c'est que une fois qu'elle avait vraiment identifié Ronald Cotton, a témoigné contre lui, l'a envoyé en prison pendant longtemps, elle a eu l'occasion de voir le vrai auteur du viol et elle a dit non, ce n'est pas lui. Lorsque quelqu'un lui a dit que c'était peut-être un autre suspect. Sa mémoire, son souvenir, c'était Ronald Cotton était devenu Ronald Cotton. Ce qui est d'inhabituel dans cette affaire, il y en a des centaines sur le site web du projet Innocence, y compris cette affaire Cotton, ce qui est d'inhabituel, c'est qu'une fois qu'il a été libéré, elle a présenté ses excuses, il lui a pardonné, ils sont devenus amis, et ils ont publié ce livre qui s'appelle Picking Cotton, Choisir coton, qui raconte leurs expériences, leurs perspectives personnelles. C'est un livre très intéressant. Imaginez ce qu'elle a dû ressentir lorsque la police lui a parlé de ce test ADN et lui a dit qu'elle avait reconnu la mauvaise personne. Donc j'ai pu faire cette démonstration avec la journaliste de cette émission. J'ai fait d'ailleurs ce même exemple, cette même expérience que j'ai fait avec vous. Et lorsque je lui ai montré ces deux visages, elle les a regardés pendant très longtemps et elle m'a dit « Je suis perplexe ». Et finalement, elle a choisi le mauvais visage. Alors, si vous aussi vous avez choisi le mauvais visage après que je vous avais influencé, vous êtes en très bonne compagnie avec cette excellente journaliste américaine. Bon, vous pensez peut-être que ces visages sont artificiels. Et d'ailleurs, il y a une question excellente qu'on m'a posée ce matin. Je crois que c'était un juge qui me l'a posée. On m'a dit, mais vous nous avez montré beaucoup de visages, vous avez fait beaucoup de tests et c'est bien différent de ce qui se passe dans la réalité. Lorsqu'un témoin ou une victime voit un criminel ou plusieurs et doit ensuite identifier l'auteur du délit. Il y a peut-être quelque chose d'artificiel concernant sur ces visages. Peut-être que cela ne se passerait pas ainsi dans la réalité. Eh bien, j'aimerais vous montrer les résultats de travaux récents que nous sommes en train de publier en utilisant un groupe de population tout à fait inhabituel. Aux États-Unis, il existe un programme. On l'appelle l'école de la survie. On y envoie nos meilleurs soldats qui doivent suivre un programme, une formation très rigoureuse qui doit les préparer à l'éventualité d'être capturés comme prisonniers de guerre. Un psychiatre qui s'appelle Andy Morgan est à la tête d'une équipe de chercheurs qui utilisent ces soldats dans l'école de survie en tant que sujet. Il a publié son premier article sur cette école de survie, sur ces soldats, en 2004 ou en 2005. Et c'est un travail très intéressant parce que ce sont des expériences très stressantes. On arrive à vraiment suivre les capacités dans une expérience très stressante. Si vous étiez un soldat dans cette école c'est serre, survivre, esquiver, résister et s'échapper.
les soldats y apprennent à esquiver l'ennemi, à s'échapper, résister s'ils sont capturés, emprisonnés et torturés. Au final, ils sont capturés, on les emmène dans une fausse prison. Ils sont cagoulés, on les attache les uns aux autres, on leur enlève leur identité, on les met dans des cellules. Ça, c'est mon cauchemar personnel, avec des toilettes très rudimentaires, sans papier de toilette. Finalement, on va les chercher par hélicoptère. C'est ce qui se passera certainement si la jungle est trop dense et que l'hélicoptère ne peut pas atterrir. Et quand tout ça s'est terminé, ces soldats sentent un flux d'émotions immense parce qu'ils ont finalement été sauvés de cette situation très stressante. Ces soldats sont donc soumis à de très forts niveaux de stress. Vous voyez les niveaux de cortisol ici. Pour cette expérience menée en entraînement de survie par rapport à d'autres expériences qui produisent également des niveaux de stress élevés. J'ai trouvé un mémoire récemment que quelqu'un a publié pour décrire son expérience lors d'une telle école, lors de la participation à un tel entraînement. Il dit qu'il a été jeté contre un mur, qu'il a été frappé au moins 6 fois au visage. Il a vu des étoiles, sa bouche s'est remplie rapidement de sang et il décrit également comment il a été soumis à la torture de la baignoire qui simule en fait une noyade. Il dit qu'il a quitté cet entraînement ayant perdu passablement de poids et ayant une peur bleue d'être pris par l'ennemi. Donc vraiment quelque chose de très stressant comme expérience. J'ai convaincu la personne qui organise ces entraînements, je l'ai convaincu d'introduire de la désinformation lors d'un de ces entraînements. Je vais vous parler de ce que nous avons fait en partie. Il y a beaucoup de conditions à respecter dans le cadre de cette expérience. Je vais évoquer une condition. Un interrogatoire de 30 minutes très stressant. Après quoi, certains des sujets se voient donner des informations erronées. Que se passe-t-il avec ces sujets? Un interrogateur leur montre une photo et demande à ceux qui ont été soumis à ces 30 minutes de stress, on leur demande si cet interrogateur sur la photo leur a donné à manger, leur a donné une couverture, leur a permis de parler à d'autres personnes. En fait, la personne dont ils voient la photo n'est pas l'interrogateur. Le vrai interrogateur, celui qui a soumis ces soldats à ce stress, c'est peut-être la personne sur la gauche, mais sur la photo, on voit la personne sur la droite, deux personnes qui ne se ressemblent guère. Par la suite, ces soldats vont être priés d'identifier la personne qui a mené cet interrogatoire si stressant. Ils regardent donc ces 9 photos. L'auteur de l'interrogatoire n'est même pas là. Mais la personne qui était représentée sur la photo qui a été montrée aux soldats figure parmi ces 9. Et vous voyez ici ce qui se passe lorsque des soldats doivent chercher à identifier qui les a soumis à un interrogatoire si terrible. S'ils n'obtiennent pas de fausses informations, ils identifient dans 53% des cas la fausse personne, choisissent rarement en fait la personne qui a été présentée comme désinformation, élément de désinformation. Regardez les autres qui ont été soumis à désinformation. Ils choisissent la fausse personne parce que la vraie personne n'est pas là et presque tous, ils choisissent la photo qu'on leur a montrée lorsqu'on leur a posé des questions à propos de qui les avait interrogés. Donc même des soldats très entraînés peuvent être sujets à des informations, peuvent procéder à des identifications erronées simplement en leur montrant la photo
de quelqu'un qui n'a pas mené l'interrogatoire, mais en suggérant que c'est cette personne qui les a soumis à cet interrogatoire. Nous allons publier les résultats de cette étude sous peu. Je crois que c'est important de poser ces questions, d'avoir des réponses, même si ces réponses vont pouvoir être mal utilisées par certains. Je suis un peu préoccupée de voir à quel point il est facile de faire en sorte que des gens cèdent à une technique aussi simple et oublient qui a été la personne qui les a soumis à un interrogatoire très stressant. J'aimerais maintenant vous parler du deuxième paradigme que j'ai évoqué, celui que nous appelons Rich False Memory Paradigm. J'ai beaucoup travaillé sur ce paradigme. Nous simulons un cas qui ressemble au cas de la famille Ramona, un cas où nous pensons qu'il n'y a pas eu 10 ans de viol ni d'actes sexuels obligés avec le chien de la famille. Mais une psychothérapie fait que la fille de la famille finit par croire que ces événements ont eu lieu et réussit même à raconter les détails de ses expériences. Nous nous sommes demandé s'il était possible de simuler une expérience de ce genre en induisant des souvenirs complètement faux dans la tête de quelqu'un. C'est très difficile. Si vous êtes un scientifique, si vous travaillez dans une université, si vous voulez étudier ces faux souvenirs très riches, il vous faut mettre sur pied une expérience pour mieux apprendre à connaître ce processus. Mais vous devez vous poser certaines questions. Il y a par exemple, un comité qui étudie toutes les propositions de recherche qui portent sur des êtres humains afin d'être certain que la recherche ne portera pas préjudice à ceux qui vont participer à cette expérience. Même au nom de la science, nous ne voulons pas faire du tort à autrui. Il est donc nécessaire de présenter un paradigme qui sera acceptable à ce comité qui ne vous permettra pas de convaincre certains sujets que leur père les a obligés de commettre des actes sexuels avec le chien de la famille. Nous devons donc avoir un souvenir implanté, un souvenir qui est assez traumatique si c'est quelque chose qui s'est vraiment produit, sans aller trop loin. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous pourrions chercher à faire croire à certaines personnes que lorsqu'ils ou elles étaient enfants, 5-6 ans, ils se sont perdus, ont été perdus dans un grand centre commercial ou un grand magasin. Ils ont été perdus tout jeunes pendant assez longtemps dans ce grand magasin. Ils ont eu peur, ils ont pleuré. Finalement, ils ont été sauvés par une personne un peu âgée et réunifiée avec leur famille. Comment faire en sorte que les gens croient que c'est là un événement qui leur est arrivé? Eh bien, nous nous sommes tournés vers leurs parents, père et mère, ou d'autres parents. Et on a dit à chacun des sujets, on a parlé à votre mère, elle nous a raconté certaines choses qui vous est arrivées lorsque vous aviez 5 ou 6 ans. On va vous parler de ces expériences pour voir comment vous vous en souvenez. On leur présente certains souvenirs réels et ensuite cette fausse histoire de l'enfant qui s'est perdu pendant assez longtemps dans un centre commercial pour finalement être trouvé par une personne âgée. Nous avons découvert que 25% de nos sujets ont suivi cette fausse piste. Après avoir publié cette étude, nous avons été soumis à beaucoup de critiques. Certains des psychothérapeutes ont bien compris ce que nous cherchions à faire, à savoir insinuer que certaines des activités auxquelles se livrent certains agents sociaux, psychothérapeutes et autres contaminaient
par inadvertance les sujets auxquels ils avaient affaire. Donc, on nous a critiqués, on nous a dit, mais ça arrive tout le temps que des enfants se perdent dans des centres commerciaux. Pourquoi ne pourriez-vous pas nous montrer que vous réussissez à implanter des souvenirs d'événements plus bizarres, plus inhabituels? Et donc, d'autres enquêteurs ont commencé à implanter des faux souvenirs, toujours avec cette même technique. On a parlé à vos parents, c'est ce qui vous est arrivé quand vous étiez petit, et ils ont implanté des souvenirs comme, par exemple, renverser lors d'un mariage un bol de punch sur la belle robe de la mère de la mariée. Dans ce cas, un quart des sujets ont cru que cette histoire était vraie et ont commencé à mettre au point, si vous voulez, un faux souvenir de cet incident. Et puis, Stephen Porter au Canada a réussi à convaincre un grand nombre de personnes qu'elles avaient subi un accident à l'intérieur, à l'extérieur, ou avaient été attaquées par un animal particulièrement vicieux. Ils ont réussi à convaincre 26 personnes du fait que c'était le cas. 26% d'entre eux ont eu un souvenir faux complet, 30% un souvenir partiel d'un événement assez traumatisant s'il avait eu lieu. Voilà quelques exemples des suggestions que nous avons utilisées pour induire les gens à se forger des souvenirs faux et raconter des histoires sur des événements qui n'ont pas eu lieu. Mais il n'est même pas nécessaire de faire de telles suggestions. On peut obtenir ce type de réaction simplement en guidant les gens et en jouant sur leur imagination ou en interprétant leurs rêves. Je vais vous dire peut-être quelque chose à propos de l'interprétation des rêves. Si vous avez déjà suivi une thérapie, vous savez que les gens parlent parfois de leurs rêves en thérapie. Pas de mal à ça, dans la mesure où l'on se rend bien compte que les préoccupations de la journée peuvent être reprises ensuite et se transformer en rêve pendant la nuit. Il y a un problème lorsque le psychothérapeute prend le rêve et dit aux patients, si vous rêvez de tel ou tel sujet, ça signifie qu'il y a eu abus sexuel commis contre vous. J'ai eu à participer à des cas où une jeune femme avait rêvé d'un serpent et le thérapeute a dit c'est un pénis. J'ai même eu un cas à Washington où le patient a rêvé un cinnamon roll, un petit pain roulé à la cannelle et le thérapeute a dit ah ça c'est un pénis. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte pourquoi le thérapeute pensait qu'un petit pain à la cannelle était en fait un pénis. Le thérapeute pensait qu'il s'agissait d'un pénis parce que ces petits pains à la cannelle sont très collants et visqueux. D'où cette association. Je suis sûre que vous ne regarderez jamais un petit pain roulé à la cannelle de la même façon à l'avenir après cette histoire. Donc, l'interprétation des rêves peut provoquer des faux souvenirs, l'hypnose également. Présenter à certaines personnes les souvenirs d'autres personnes, leur donner des photos qui ont été truquées ou des souvenirs qui ont été falsifiés. J'aime d'ailleurs les photos truquées. Certains de mes anciens étudiants et collaborateurs se sont livrés à une expérience que je vais vous montrer maintenant. C'est un peu une variante sur la technique perdue dans le centre commercial. Ils ont pris une photo du sujet lorsqu'il avait 5 ou 6 ans avec son père et ils l'ont intégré dans la photo de droite. Et ils ont montré cette photo truquée au sujet, qui maintenant est un homme adulte, avec toutes sortes d'autres photos de l'album de famille. Ayant vu cette photo truquée, la moitié des sujets se sont souvenus en effet avoir pris un ballon, etc. Nous avons été critiqués
ceux d'entre nous qui travaillons selon ces méthodes très largement. Les gens nous disent, mais peut-être que ces choses se sont produites, peut-être que le sujet s'est perdu dans un centre commercial, mais les parents l'ont oublié, peut-être que ces enfants ont eu un accident à la maison, ont été attaqués par un animal, etc. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres, je me suis dit qu'il fallait chercher à implanter des souvenirs d'événements peu plausibles ou impossibles. Et c'est la raison pour laquelle une de mes étudiantes en doctorat a décidé de chercher à convaincre des gens que lorsqu'ils étaient enfants, ils ont été à Disneyland et plutôt est venu vers ces enfants pour lécher leurs oreilles de manière très perturbante. Et les gens disent, oui, mais enfin, ça peut arriver. Il y a des pédophiles qui travaillent à Disney, après tout. Donc, nous nous sommes dit, il faut implanter des souvenirs d'événements qui sont absolument impossibles. Et tout ceci pour convaincre ceux qui nous critiquaient du fait que nous traitions vraiment de faux souvenirs. Nous avons décidé de faire croire à certains que lors d'un voyage dans leur enfance, ils ont rencontré Bugs Bunny à Disneyland, ce qui est impossible parce que Bugs Bunny appartient à Warner Brothers et qu'on ne le rencontrerait jamais chez Disney. On a donc créé cette publicité fausse, on a montré ça à nos sujets. Vous voyez, il est marqué Disneyland, le château. On décrit le voyage à Disney. On demande à nos sujets s'ils aiment la présentation de cette publicité. Et un peu plus tard, on demande aux gens de nous parler des voyages qu'ils ont fait à Disney en tant qu'enfants, qu'ils se souviennent avoir rencontrés comme personnages de Disneyland. Après plusieurs expositions à des fausses publicités de ce genre avec Bugs Bunny chez Disneyland, bien des gens vous diront oui, je l'ai rencontré, j'ai touché son oreille, sa queue, et il m'a dit What's up, Doc? Certains disent il tenait même une carotte. Tous ces détails tout à fait sensoriels. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que nous nous servons de ces détails sensoriels comme indication du fait que tel et tel souvenir est un vrai souvenir. Si nous sommes un policier et que nous écoutons des témoins, si nous sommes thérapeutes et que nous écoutons notre patient nous parler de son enfance, si nous sommes l'ami de quelqu'un et que nous écoutons un ami nous raconter des souvenirs, nous utilisons ces détails sensoriels pour nous convaincre du fait que l'histoire qu'on nous raconte est une vraie histoire. Tout récemment, j'ai étudié d'autres aspects que j'aimerais évoquer maintenant. Nous nous sommes intéressés aux conséquences des faux souvenirs. Je crois que lorsque l'on implante des faux souvenirs, comme dans le cas de la famille Ramona, tout cela peut avoir des répercussions. La fille s'est retournée contre le père pour les crimes qu'il aurait commis. Mais ce que nous voulons montrer de manière expérimentale, c'est que les faux souvenirs peuvent avoir des répercussions, peuvent avoir un effet sur nos pensées et notre comportement ultérieur. Nous avons mis au point une façon d'étudier la chose. Nous avons implanté en effet des souvenirs de maladies ou de malaises causés par l'ingestion de certains aliments. Si nous réussissons à vous convaincre qu'en tant qu'enfant, vous êtes tombé malade après avoir mangé des œufs cuits durs ou des cornichons à la nette, si nous réussissons à le faire, peut-être qu'à l'avenir, vous chercherez à éviter ces aliments et nous pourrons ainsi prouver qu'il y a des conséquences lorsque l'on implante des faux souvenirs. Ce que nous faisons, c'est que nous obtenons beaucoup de détails sur les enfants, leur personnalité, etc. dans un entretien. Une semaine plus tard, ils reviennent nous voir.
et nous les manipulons. Nous leur disons, nous avons introduit toutes vos données personnelles dans un ordinateur très intelligent et nous avons appris que certaines choses vous étaient arrivées en tant qu'enfant. Nous leur donnons un profil apparemment qui leur correspond parfaitement. Voilà le profil de Johnny Jones, à qui on dit qu'un certain nombre de choses lui sont arrivées en tant qu'enfant sur la base de notre analyse. Et évidemment, le troisième point est le plus important. Vous êtes tombé malade après avoir mangé un œuf cuit dur, qui se trouve dans une liste d'autres événements qui correspondent ou qui sont valables dans le cas de très nombreux enfants. Nous cherchons à insister tout particulièrement sur ce troisième aspect lorsque nous leur parlons des résultats de ce petit travail. Ensuite, on demande au sujet de s'imaginer qu'ils vont à un barbecue, ils ont été nager, il y a 100 invités, ils ont faim, ils se dirigent vers des tables chargées de mets et on leur demande quels sont les aliments qu'ils vont probablement vouloir manger. Dans une longue liste, beaucoup plus longue que celle-ci, vous trouvez les cornichons à la nette et les œufs cuits durs. Et les gens doivent nous dire qu'ils ne veulent certainement pas manger tel et tel aliment. Ça, c'est la note 1 ou 8 si on veut certainement manger cet aliment. Et voilà ce qui se passe. Ceux qui veulent manger les cornichons et les œufs cuits durs, si on ne leur donne pas de feedback erroné. En rose, ceux qui ont été exposés à notre manipulation mais qui ne nous ont pas suivis et qui n'ont pas de faux souvenirs. Et voilà ceux qui ont été manipulés, qui nous ont suivis et qui sont convaincus de la vérité de ces faux souvenirs. Ils n'ont pas envie de manger ces aliments. Je peux vous dire que tout scientifique est ravi lorsque ces étudiants apportent des graphiques de ce genre. J'ai regardé tout ça et je me suis dit, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Cette manipulation permet à des gens de nous dire qu'ils ne veulent plus manger ces aliments. Si ça marche, pour un produit grossissant, ça serait extraordinaire. On pourrait créer un nouveau régime. Je n'avais pas du tout l'intention de me mêler de l'industrie alimentaire, mais c'était vraiment irrésistible, ayant montré que nous pouvions implanter un faux souvenir d'un aliment qui n'était pas vraiment grossissant. Nous avons cherché de voir ce que nous pouvions faire avec un aliment grossissant. Même procédé, toutes sortes de questions pour obtenir des renseignements personnels. Une semaine plus tard, le sujet revient nous voir, on leur présente leur profil. On leur dit ce qui leur est arrivé dans leur jeunesse. En italique, on leur dit qu'ils sont tombés malades après avoir mangé une glace à la fraise. S'ils ne se souviennent pas, on se dit pourquoi est-ce que vous ne vous en souvenez pas, ou comment est-ce que vous vous seriez senti, où est-ce que ça se serait produit. Quelques suggestions pour chercher à implanter le souvenir. Voilà ceux qui n'ont pas été manipulés et qui veulent manger de la glace à la fraise, ceux qui ont été exposés à la manipulation mais qui ne nous ont pas suivis, n'ont pas été convaincus, et en rouge, ceux qui ont été exposés à la manipulation et qui sont convaincus qu'ils ont été malades. Vous voyez qu'ils ne veulent pas autant que dans le passé ou que les autres manger cet aliment. Nous avons publié ces résultats, ça a fait le tour du monde, la une de tous les journaux, peut-être parce que c'était un aliment grossissant. Time Magazine, un hebdomadaire très connu aux États-Unis, a consacré toute une page à ce nouveau régime mental. Ils ont, ceci dit, publié notre avertissement. Nous avons en effet dit que nous ne savions pas quelle était ou quelle serait la durée de ces effets. Le magazine du New York Times, publié tous les dimanches avec le journal, à la fin de l'année,
a publié une liste des 78 idées les plus novatrices de l'année et j'ai été ravie de voir notre nouveau régime basé sur de faux souvenirs. Mais eux aussi ont publié l'avertissement indiquant que nous ne savions pas pendant combien de temps cet effet durerait, si la manipulation aurait été suffisamment forte, convaincante pour qu'une personne résiste à un bol de glace à la fraise placé sous leur nez. Nous avions simplement demandé aux gens d'imaginer qu'ils allaient à un dîner et qu'il y avait de la glace à la fraise. Mais nous nous sommes dit que si peut-être la glace était mise sous leur nez, ils ne pourraient pas résister. À l'époque, nous ne le savions pas, mais maintenant nous le savons. Avec mes collaborateurs, nous avons produit l'année dernière un article. Vous voyez les photos de certains de mes collaborateurs. Vous voyez Harold, ou plutôt sa voiture. C'est un des collaborateurs dont je n'ai pas trouvé une photo. Un très cher collègue qui travaille à l'université de Maastricht. Nous avons procédé de la même façon. Nous obtenons toutes sortes de renseignements sur notre sujet pour sembler crédible. Cette étude, en fait, a été menée aux Pays-Bas. Une semaine plus tard, on leur dit faussement qu'ils sont tombés malades en mangeant une salade à base d'œufs. Et à la fin de cette session, on leur offre des sandwichs avec beaucoup de sandwichs qui contiennent de l'œuf. Et nous cherchons à voir s'ils en mangent. 4 mois plus tard, nous le demandons de revenir nous voir pour une autre étude et on leur demande ce qu'ils mangeraient s'ils avaient la possibilité de manger toute une série de mets, dont les sandwichs aux œufs. Nous avons vu sur cette base qu'il était assez facile de faire en sorte qu'après la manipulation entre la première et la deuxième session, il était assez facile de convaincre les gens qu'ils étaient tombés malades en raison de cette salade aux œufs. 3 mois plus tard, ils étaient encore convaincus. Voici les sandwichs aux œufs qu'ils ont mangés lors de la session 2, immédiatement après la manipulation et ensuite 4 mois plus tard, sans fausse information. Et à côté, ceux qui ont été exposés à la manipulation mais qui n'ont pas été convaincus, tout de suite après, ils n'ont pas beaucoup mangé de ces sandwichs, mais 4 mois plus tard, ils avaient repris comme auparavant. Et en rouge, ceux qui ont été convaincus du fait qu'ils étaient tombés malades à cause de cet aliment. En session 2 et 4 mois plus tard, l'effet est donc assez durable. Simultanément, un autre groupe a publié un article en 2008 sur un yogourt à la pêche. Ce groupe a fait une étude très élégante où ils ont pesé chaque petit pot de yogourt pour voir combien de yogourt manquait après chaque manipulation. Et ils ont convaincu les sujets qu'ils étaient tombés malades en tant qu'enfants après avoir mangé ce yogourt et là aussi, ils n'avaient plus tellement envie d'en manger. Si nous pouvions implanter l'idée chez quelqu'un qu'ils étaient tombés malades et faire en sorte qu'ils évitent ces maladies, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le contraire, encourager les gens à manger des aliments sains parce que nous implantons des souvenirs, des bons souvenirs. Et c'est ce que nous avons cherché à faire avec des asperges. Nous avons donc implanté un souvenir disant que lorsque vous étiez enfant, vous adoriez les asperges dès le début, puis on a demandé aux gens d'imaginer qu'ils sont dans un restaurant gastronomique, une occasion particulière, on est prêt à débourser beaucoup d'argent, et ensuite voilà donc les mets que vous pouvez commander, et entre autres il y a des asperges sautées, et c'est ainsi que nous pouvions créer de faux souvenirs. Les sujets qui avaient été manipulés avaient un comportement plus sain, ils étaient même prêts à payer plus cher pour les asperges. Alors, les économistes parmi vous vont peut-être se rendre compte que c'est un sujet qui peut les intéresser aussi. Et nous essayons d'avoir un mécanisme, et même la vue de l'asperge, d'un plat d'asperges, était plus attrayante.
Je voulais absolument lancer une étude après la publication des résultats concernant ce sujet. J'aurais vraiment aimé pouvoir le compter parmi mes sujets. Peut-être avec l'ancien président de la Suisse qui est parmi nous aujourd'hui, peut-être qu'elle pourra nous aider à entrer en contact avec un autre ancien président. Cet ancien président des États-Unis est connu pour ce qu'il a dit lorsqu'il a dit « Je n'aime pas les brocolis ». Alors je ne sais pas si votre présidente a dit la même chose un jour. Voilà ce qu'il a dit. « Je n'aime pas les brocolis, je n'ai jamais aimé les brocolis depuis que je suis enfant et ma mère me poussait, me forçait à en manger. Maintenant je suis président et je ne veux plus manger, je ne vais pas manger de brocolis. » Alors, on pourrait essayer d'implanter ce souvenir, cette manipulation, et en quelque temps, à mon avis, il sera en train de dévorer des brocolis. Il dirait, le brocoli, c'est mon légume préféré. Voilà ce que je vous ai montré dans cette ligne de travail. Persuadé que des gens ont été malades après avoir mangé des cornichons pour changer leurs préférences, malades à cause de la glace à la fraise, abaisser leurs préférences, ensuite malades suite après avoir mangé des œufs, ou alors faire le contraire, leur faire croire qu'ils avaient beaucoup apprécié un aliment très sain et augmenter leurs préférences et l'ordre de commande de cet aliment, et peut-être qu'on pourrait faire la même chose avec d'autres substances. Nous voudrions peut-être que les membres de notre société évitent ces produits. Et ce sont justement des produits que nous avons intégrés dans une publication qui devrait sortir très bientôt sur le rhum et la vodka. Nous donnons un feedback erroné. On dit qu'en tant qu'adolescent, la personne a certainement été malade suite à l'ingestion de cette substance, manipulation. Ensuite, je vous donne quelques données du groupe vodka, voilà, avant la manipulation et après. Ils disaient qu'ils étaient prêts à commander un drink, une vodka. Et voilà ce qu'ils étaient prêts à faire avant et après. Cela réduisait leur disposition à commander une vodka après le test. Nous voulons aussi voir quelles autres substances, quelles expériences peuvent être influencées en manipulant les souvenirs. Le temps court, j'allais vous parler des souvenirs faux, des souvenirs corrects, vous parler de ceux qui ont des faux souvenirs, pensent avoir été enlevés par des extraterrestres à Harvard. Il y a eu de très bonnes études concernant ces prétendus enlèvements, où les personnes concernant ont des réactions très émotionnelles, très vives. Je voulais aussi parler des travaux de Carol Laney, qui a implanté des faux souvenirs. Lorsque vous vous souvenez que vos parents avaient une querelle violente par rapport à ceux qui avaient de vrais souvenirs d'un tel événement, en comparant les faux souvenirs et les bons souvenirs, il y avait une équivalence par rapport à l'émotion ressentie par la personne. Donc ces faux souvenirs peuvent être examinés de très près, et ces travaux plus récents montrent que le niveau d'émotion ressenti est le même. Une personne qui raconte un faux souvenir ressent la même émotion. Les émotions, c'est impressionnant, mais ce n'est jamais une garantie d'exactitude pour un souvenir. J'aurais aimé parler de travail de neuroimagerie. Si vous regardez les signaux par fMRI, en comparant les faux souvenirs et les bons souvenirs, les signaux se ressemblent véritablement. Voilà, j'aimerais maintenant conclure et dire que nous pensons que notre travail a eu des implications théoriques très importantes sur la nature de la mémoire. Nous pensons que nous sommes sur le point de mettre au point une recette qui est montrée comment on arrive à implanter un faux souvenir. Tout d'abord, rendre l'événement plausible, et on arrive à rendre des choses plausibles alors qu'elles ne l'étaient pas à la base. Ensuite, faire en sorte que la personne croit que ça leur est arrivé, et ensuite embellir cette croyance, ajouter des détails sensoriels, et puis vous avez finalement un faux souvenir très riche. Les implications pratiques de ce travail
sont pour la sélection nutritionnelle. Je n'avais jamais pensé que c'est dans cette direction qu'on pourrait aller résoudre le problème de l'obésité de nos sociétés. Il y a peut-être quelque chose à investiguer ici. On peut également penser aux réformes du système juridique et la manière dont les témoins, des personnes apportent leurs témoignages devant les tribunaux. Voilà, je vais terminer par l'anecdote que j'avais mentionnée au début. J'avais atterri sous le feu des snipers alors que la vérité était tout autre. Il y a en tout cas deux explications qui ont été fournies concernant cet événement raconté par Hillary Clinton. Soit c'était un mensonge délibéré. Pinocchio, je pense que c'est très peu probable. Moi, je suis l'explication de Hillary. J'ai commis une erreur, mon souvenir était différent. Et si cela peut arriver à quelqu'un d'aussi intelligent, expérimenté que Hillary Clinton, je pense que cela peut arriver à tout le monde. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Merci beaucoup à Elisabeth Loftus de cet exposé si riche et vivant. On a un peu de temps pour poser des questions. Il y a des micros qui vont se promener dans la salle. On a un peu de peine à voir ce qui se passe dans la salle. Vous pourrez aussi poser des questions parce qu'il y a une traduction qui va venir. Donc vos questions peuvent être traduites si vous voulez les poser en français. Les micros sont partis là. C'était... Uh-oh. Merci avant tout. Et c'était une précision à propos de Hillary Clinton. Je ne comprends pas très bien, Madame la professeure, pourquoi vous mettez sur le même plan les souvenirs extorqués, disons, chez un thérapeute à propos d'un inceste, et que ce soit sur le même plan ces mensonges quotidiens qu'on a pour bluffer, par exemple. Première question. Et la deuxième, est-ce que vos recherches vont modifier l'utilisation des détecteurs de mensonges? Vous parlez des détecteurs de mensonges. Il y a une certaine polémique concernant l'utilisation de ces détecteurs. Lorsque vous mentez délibérément, c'est censé amener une réaction de stress qui peut être détectée par un détecteur. Mais dans le type de situation que j'étudie moi-même, et je pense que ça vaut pour l'exemple d'Hillary Clinton, je pense que cela vaut aussi pour l'affaire de la famille Ramona, je pense que cela vaut pour beaucoup de ces sujets d'expérience. Ces personnes sont convaincues de ce qu'elles disent. Donc vous ne pourrez pas les soumettre à un test, un détecteur de mensonges qui vous permettrait de faire une distinction entre un faux souvenir et un souvenir authentique. Peut-être que dans un certain temps, on développera d'autres manières de procéder en combinant les informations que l'on obtient avec le mouvement des yeux ou leur rapidité à réagir à certains stimuli ou leur manière de s'exprimer. On pourrait combiner toutes ces informations pour nous guider, pour voir si nous avons affaire à un faux souvenir ou un vrai souvenir. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. Understand it. So The first question was to ask whether you would put at the same. That's always the same question. Oh. Why you would place on the same plane such stupid lies, everyday lies, and emotional problems like incest and so on. That was okay. Well, I don't know that I'm putting them. Concernant l'autre question, c'est-à-dire les mensonges de tous les jours par rapport à des expériences très fortes comme de l'inceste. Bon, s'il y a un cas d'inceste, d'abus sexuel dans votre vie et que vous avez vécu une expérience traumatisante, cela peut avoir des effets
sur les personnes, bien sûr, mais ici on a affaire à des faux souvenirs de choses qui ne se sont jamais produites. Lorsque nous étudions les faux souvenirs avec la victime d'une agression par un chien, par exemple, ou alors, et alors que rien ne s'est passé, je pense que nous apprenons quelque chose sur ce genre de faux souvenirs liés à un traumatisme. Une question, s'il vous plaît, concernant votre livre publié en 1994, Le syndrome des faux souvenirs. Vous citez au début du livre, le cas de Raymond and Shirley Sousa. Et j'aimerais savoir si ces deux personnes qui avaient une soixantaine d'années à l'époque et qui avaient été condamnées par les faux souvenirs de leur petite fille ont pu être libérées en appel. Et d'une manière générale, si vos travaux ont permis à beaucoup de condamnés à tort d'être rétablis. Il n'est pas toujours possible d'avoir l'ADN ou le DNA pour prouver son innocence. Well, I can't see who's answering. Je ne vois pas qui m'a posé la question, mais je l'ai bien comprise. Dans un de mes livres, en effet, le syndrome des faux souvenirs, je commence par ce récit de la famille Sousa. Tout a commencé lorsque cette fille a commencé une thérapie et a développé un faux souvenir, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il y a eu des poursuites contre les grands-parents Sousa. Les petits-enfants adultes ont commencé à mener un travail qui ont accusé les grands-parents, ces accusations étaient tellement farfelues, elles étaient pratiquement impossibles. Et pourtant, les Sousa ont été condamnés, ils ont dû rester à domicile, confinés à domicile. Ils avaient des bracelets, et ce pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'ils purgent l'entier de leur peine. Et peu après, je crois que le mari, le grand-père est mort de mort naturelle. Elle est encore en vie, mais il n'y a pas eu de réconciliation avec leurs accusateurs dans la famille. Oui, Yes, non, plus haut. Is it? Oui, allez-y. Yes, I'd like to know. Dans votre travail, est-ce que vous avez déjà établi une connexion avec le phénomène du déjà-vu? Ce phénomène, le déjà-vu, c'est l'impression qu'on a quand on vit quelque chose et qu'on a l'impression de l'avoir déjà vécu. Bon, ça n'a pas vraiment été l'objet de beaucoup d'études par des psychologues. Moi-même, je n'établis pas de lien réel entre mon travail et le déjà-vu. Bon, ça pourrait être intéressant d'en parler pour voir les liens que vous pourriez poser. Une question, j'ai pensé que ça pourrait être lié aux faux souvenirs. Réponse. Non, moi je n'ai pas encore fait de lien avec le déjà-vu et le peu de choses que j'ai lues sur ces recherches, sur le déjà-vu, pourraient se coupler au travail accompli sur les faux souvenirs. Yes. I would like to know. Est-ce que vos travaux ont déjà permis de lancer la modélisation de ces processus? Influencing therapy. Yeah. My question is about the modelization. Une question concernant la modélisation des processus de la mémoire. Est-ce que ces faux souvenirs, le travail que vous menez peut entrer un travail de modélisation? Modelization. What's Modeling. that? Oh, modeling. Modeling of memory processes. Well, Brought into modeling. yeah, you know, I mean, it may be that some of the
il se peut que certains modèles computationnels de la mémoire pourraient fonctionner, mais il y a la nature reconstructive de la mémoire et certains processus distributifs parallèles. Et on pourrait utiliser ces idées, mais ce n'est pas mon domaine. Je ne le fais pas dans mon travail, même si cela peut être en effet très utile. Oui, on a très bien compris qu'il est facile d'implémenter des faux souvenirs dans la mémoire de quelqu'un. J'aurais voulu savoir s'il est possible, lorsque ces souvenirs sont implantés, de les enlever. Parce que c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et s'il y avait des travaux qui se faisaient sur la façon de faire disparaître ces faux souvenirs, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Dans nos expériences, et dans n'importe quelle expérience psychologique, il y a une phase tout à la fin qui s'appelle le débriefing. À ce moment-là, nous disons au sujet ce en quoi consistait cette expérience, ce qui leur est arrivé, et nous essayons de reprendre ce souvenir que nous avons réussi à implanter dans leur mémoire. Et une fois que les sujets partent, nous ne les revoyons plus. Très souvent, nous n'avons même pas de registre, nous ne savons pas qui ils sont, on ne peut donc pas les recontacter pour savoir ce qu'ils en pensent 6 mois plus tard, et ça fait partie de toute la procédure dès le début. Nous espérons que notre débriefing permet de ramener les gens à peu près au niveau où ils étaient au début, mais je ne peux pas vous garantir que mes sujets ont arrêté de manger beaucoup d'asperges 6 mois plus tard. Mais si on revient dans le monde réel, beaucoup de ces cas de faux souvenirs, les milliers de cas de faux souvenirs que nous avons vus en Amérique du Nord avant que le phénomène n'arrive en Europe, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, au cœur de cette polémique, nous avons décelé un nouveau phénomène, c'est-à-dire des personnes qui ont suivi leur psychothérapie et, à cause de cette thérapie, étaient convaincus que leurs parents ou leurs voisins avaient abusé d'eux et comprennent aujourd'hui que c'était des faux souvenirs. Comment est-ce que ça s'est produit? En tant que scientifique de la mémoire, je trouve ça tout à fait fascinant. Et une des manières dont les choses se passent, souvent, c'est que c'est l'assurance santé du patient qui est arrivé à échéance. Donc, ils n'avaient plus leur séance hebdomadaire de psychothérapie qui maintenait ce souvenir. Puis il y a d'autres manières qui ont poussé des gens à retirer leur accusation, mais il y a beaucoup de gens qui avaient de tels souvenirs et qui ne les ont plus. Et certains chercheurs s'y intéressent pour essayer d'en apprendre un peu plus. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'exposé très intéressant. Une question toutefois. Dans vos graphiques, nous avons pu remarquer que tout le monde n'était pas aussi sensible face à la suggestibilité et donc l'implantation des faux mémoires. Ma question c'est, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez des recherches concernant les facteurs qui font que certaines personnes sont plus vulnérables face à la suggestibilité que d'autres? Et si ce sont des facteurs liés à la qualité de leur mémoire ou de leur personnalité? Merci. Il n'y a pas simplement d'intérêt sur la question de savoir qui est susceptible, qui risque de voir ses souvenirs contaminés par ce processus de contamination. À mon avis, nous sommes presque
tous des sujets potentiels. Nous sommes presque tous susceptibles aux suggestions. Certains, ceci dit, le sont plus que d'autres. Et je vais peut-être vous parler de ceux qui sont particulièrement susceptibles. Si vous êtes quelqu'un qui, de temps en temps, perd de sa concentration, a des trous de mémoire, vous serez plus susceptible. Est-ce que vous faites souvent l'expérience suivante, vous ne vous souvenez plus si vous avez fait quelque chose ou si vous avez simplement pensé que vous alliez le faire? Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous avez rêvé de l'avoir fait? Vous ne savez plus. Si c'est quelque chose qui vous arrive souvent, vous serez plus susceptible. Les corrélations ne sont pas extraordinaires, 0,32. Peut-être significatif au plan statistique, mais modestement. Mais vous serez plus susceptible. Tout récemment, des travaux ont été faits avec certains de mes collaborateurs chinois, j'en ai parlé ce matin à d'autres, des travaux qui montrent que si vous avez de très bonnes notes lors de tests d'intelligence standard, vous serez moins susceptible à la suggestion. Les corrélations, là, sont de 0,335. Une corrélation négative montrant que des QI plus élevés mènent à moins de faux souvenirs. Voilà quelques exemples du travail qui a été mené dans ce domaine. Et encore une question. Yeah, I'd be interested to know. J'aimerais savoir comment votre travail a changé en raison... Pardon. J'aimerais savoir comment votre travail a changé la façon dont la police traite les témoins. Je crois que nous avons assez bien réussi en la matière pour ce qui est du travail que nous avons fait sur les témoins oculaires, la distorsion de la mémoire. Je crois que ça a eu un impact sur la façon dont les choses se font devant les tribunaux. Il y a eu publication d'un nombre considérable de fausses condamnations et notre gouvernement a créé un groupe de psychologues, de juristes, de gens de la police qui ont travaillé ensemble pour rédiger un manuel pour les forces de police et d'autres pour leur expliquer comment il faut traiter les témoins. Du début, du moment de l'accident ou du crime jusqu'au procès qui pourrait s'en suivre. Cette brochure contient toutes sortes d'informations basées sur les travaux de recherche scientifique. Dans le domaine des faux souvenirs, je crois que nous avons réussi à progresser dans ce sens que nous avons empêcher certains psychothérapeutes de continuer à faire ce qu'ils faisaient et qui, in fine, implantaient des faux souvenirs dans la mémoire des gens et menaient à des fausses accusations. Certaines compagnies d'assurance ont même publié des avertissements à ceux qui s'occupent de santé mentale pour dire qu'ils ne seraient pas couverts au titre de leur assurance s'ils se livrent à certaines procédures en thérapie. Une dernière question. J'aimerais savoir si vous intervenez comme expert devant les tribunaux et à quel sujet et dans quel rôle exactement? Avec beaucoup d'autres psychologues, j'ai à participer effectivement à des affaires portées devant les tribunaux. Pour moi, c'est lorsqu'il y a une question relative à la mémoire. Un meurtre où il y a un témoin oculaire et on a quelques doutes sur les mémoires, les souvenirs du témoin. J'ai également été experte pour Gary Ramona lorsque sa fille l'a accusé suite à sa psychothérapie et également lorsqu'il a entamé un procès contre le thérapeute de sa fille.
La mémoire, bien sûr, a un rôle à jouer dans toutes sortes de cas. Par exemple, des actions vendues de manière frauduleuse où une personne vend pensant qu'il y aurait certaines garanties, ou dans certains cas médicaux où médecins et patients ne se souviennent pas du débat qu'ils ont eu sur le consentement éclairé, par exemple. Donc, pour que j'intervienne, il faut que ça soit une question de mémoire. Quel est le pourcentage de votre activité qui est relié à des interventions dans des procédures judiciaires? There was no translation of that question. So, well, dans mon université, les enseignants à temps complet peuvent passer une journée par semaine sur des questions autres que leur enseignement. Et je respecte cette règle largement. C'est dommage, dit l'intervenant. On a terminé cette conférence en termes d'activités accessoires, qui est un sujet qui intéresse l'université. Thank you very much.